Madame la maîtresse de cérémonie, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République du Togo, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs distingués invités, je voudrais avoir une mention spéciale pour nos frères et sœurs qui sont venus de la diaspora massivement pour cette édition cette 9e édition du Congrès panafricain. Mes premiers mots sont naturellement pour remercier les plus hautes autorités et la population du Togo pour l'accueil qui nous est réservé et l'hospitalité généreuse. L'organisation réussie de cette 9e session du Congrès panafricain illustre une nouvelle fois, si besoin en était, la vision panafricaniste de son Excellence Faure Essosimna Gnassingbé, président du Conseil, qui a traduit en actes concrets et en événements majeurs les vertus du panafricanisme, vertus prônées par ailleurs avec égale ferveur par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali et président de la Confédération des États du Sahel. Ces valeurs de solidarité, de fraternité et de respect mutuel ont été au cœur de la rencontre préparatoire au 9e Congrès panafricain que le Mali a eu le privilège d'abriter les 14 et 15 mars 2024 à Bamako. Je suis honoré de livrer aujourd'hui à Lomé les conclusions de la conférence régionale de la région Afrique de l'Ouest en prélude au 9e Congrès panafricain sous le thème « Diaspora, afrodescendants et développement ». Ce thème en soi est suffisamment révélateur de l'importance que nous accordons collectivement à nos diasporas à travers le monde et aux populations d'ascendance africaine où qu'elles se trouvent dans le monde. Sous cette thématique transversale, le pré-congrès de Bamako a conduit ses travaux en plénière, mais également en session thématique intitulée. Donc il y a eu 2 sessions majeures. La première session portait sur le thème Diaspora, afrodescendants et panafricanisme. Comment fédérer les stratégies pour relever le défi de la renaissance de l'Afrique. C'était le premier sous-thème. Le deuxième portait sur l'apport de la diaspora et des afrodescendants au développement du continent africain. Ce séquençage a permis de réaliser les objectifs assignés, à savoir sensibiliser la diaspora et les afrodescendants sur leur origine commune africaine et la nécessité d'aller vers la création d'une organisation fédérative de toutes les diasporas africaines. Ensuite, d'analyser les contraintes liées à l'investissement productif de la diaspora et des afrodescendants sur le continent. Et la troisième série de réflexions, c'était de réfléchir sur la création des conditions idoines pour la mobilisation des ressources multiformes de la diaspora, y compris les ressources humaines des afrodescendants, au profit du développement du continent. Au cours des différentes séquences, les participants ont mis à lumière l'apport indéniable de l'Afrique, des Africains, des diasporas et des afrodescendants au développement du monde entier. Ils ont examiné les dispositions à prendre et les initiatives à engager ou à renforcer en vue de faire désormais bénéficier l'Afrique des talents et compétences de ses fils et de ses filles. La question migratoire a également constitué un axe important de nos discussions, ainsi que la nécessité de renforcer la solidarité en Afrique, tout en valorisant davantage la culture, comme cela a été indiqué par la réunion de la Tanzanie, donc tout en valorisant davantage la culture et la civilisation africaine, ainsi que les valeurs traditionnelles et fondatrices de notre continent qui ont été rappelées ce matin. Au terme de riches et intenses échanges, la conférence sous-régionale Afrique de l'Ouest a adopté une déclaration contenant 24 recommandations sur lesquelles j'aimerais citer 10 recommandations. Je sais que le document complet de la déclaration sera mis à votre disposition. La première recommandation,
c'est la création d'un cadre institutionnel africain pour la représentation des diasporas africaines et des afro-descendants. Ça, c'est une demande qui est attendue depuis longtemps, qu'il puisse y avoir ce cadre fédérateur qui va réunir toutes les diasporas africaines. Et je sais que nos amis de l'Union africaine qui sont ici pourront prendre bonne note de ça parce que c'est vraiment un vide qui existe. Et dans la reconnexion des diasporas avec le continent africain, ce cadre-là sera un outil extrêmement puissant, que ces contacts ne se fassent pas seulement de façon informelle, mais qu'il y ait un mécanisme fédérateur à cet égard. La deuxième recommandation, c'est la centralité de la question de la sécurité pour le continent africain, qui est une condition indispensable au développement des pays africains. Donc ça, c'est une question existentielle pour nous. La troisième recommandation, c'est le renforcement des garanties de confiance et de transparence, ainsi que les réformes qui sont nécessaires pour avoir une gouvernance vertueuse sur le continent africain. La quatrième recommandation, c'est la rationalisation des réglementations et des procédures commerciales vis-à-vis des entrepreneurs des diasporas africaines et des afro-descendants, parce que ça aussi, ça a été souligné comme un des obstacles majeurs, parce que les gens, comme on a indiqué aujourd'hui, la vice-présidente de la Colombie, il y a un enthousiasme certain de la diaspora pour pouvoir venir, mais il faut que cet enthousiasme soit accueilli avec des procédures, des mécanismes qui facilitent, qui simplifient l'implication des opérateurs économiques qui proviennent de la diaspora. La cinquième recommandation est la création de fonds ou de mécanismes financiers appropriés pour pouvoir également accompagner et soutenir ces différentes initiatives de la diaspora. La sixième recommandation, c'est de faire un plaidoyer et un dialogue politique en faveur des politiques soutenant l'engagement des diasporas africaines et des afro-descendants. Donc il y a un effort politique important à faire pour pouvoir davantage promouvoir l'engagement des diasporas. La septième aussi, qui est une recommandation très forte sur laquelle les délégations sont revenues, c'est la création d'une agence panafricaine de développement. Panafricaine en ce sens que ça doit intégrer non seulement ceux qui sont sur le continent, mais ceux qui sont aussi dans la diaspora, parce qu'il faut un outil financier pour pouvoir accompagner l'ensemble de ces initiatives dans le long terme. La huitième recommandation, c'est la valorisation d'une éducation décolonisée, décomplexée et enracinée dans les savoirs endogènes, ainsi que l'appropriation par les intellectuels africains de l'histoire de l'Afrique pour déconstruire les narratifs importés et non adaptés aux réalités africaines. Parce que ça, beaucoup sont revenus sur la nécessité vraiment pour nous d'assurer nous-mêmes le contrôle du mental de l'Africain, de ce que nous pensons. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde de guerre informationnelle, la manipulation, le contrôle des esprits devient un enjeu fondamental. Donc il était important de pouvoir prendre en charge cette nécessité nous-mêmes, de compter notre histoire nous-mêmes. La neuvième recommandation est d'exploiter l'art et la culture pour reconnecter les diasporas africaines et les afro-descendants. Ceci aussi est un véhicule extrêmement puissant. Nous l'avons vu aujourd'hui avec les animations musicales, artistiques qu'il y a eu ce matin. Nous n'avions pas besoin de traduction parce que nous connections. Parce que quand nous parlons de la culture, quand nous parlons de l'art, c'est comme quand nous disposons de téléphones portables. C'est-à-dire que ce sont nos cœurs qui se parlent. La connexion se fait de cœur à cœur. Et elle est beaucoup plus rapide que même les connexions téléphoniques. Donc il est important que nous puissions mettre la culture, les arts, nos patrimoines au cœur de ces échanges. Parce que c'est cette identité qui nous appartient et qui fait la différence entre nous et les autres. La dixième et dernière recommandation, c'est la valorisation des pratiques endogènes de l'Afrique, empreinte d'humanisme, à l'instar de la philosophie Ubuntu, que nous connaissons bien, et dans notre espace, le Mandé, c'est ce qu'on appelle le Maya, qui veut aussi dire la même chose que Ubuntu. Donc il y a beaucoup d'autres référents culturels que nous pouvons exploiter. En plus des échanges, des partages d'expériences et des analyses, des engagements renouvelés et des recommandations, la préconférence de Bamako, ce sont aussi des chiffres
est révélateur de l'engouement du panafricanisme. Durant 2 jours, ce sont 6 pays de l'Afrique de l'Ouest représentés à un haut niveau politique. C'est plus d'une dizaine de pays des autres régions africaines, parce que ce n'était pas que l'Afrique de l'Ouest, représentés aussi à différents niveaux de responsabilité. C'était aussi les représentants des pays membres du Haut Comité en charge de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine. De nombreuses organisations internationales et des institutions et établissements financiers africains et internationaux ont pris part à la rencontre. Des dizaines d'afro-descendants qui ont participé tant en personne à Bamako qu'en ligne grâce à la visioconférence dans les Caraïbes, aux États-Unis, au Canada, en Asie, un peu partout. 15 représentants de la diaspora qui ont participé de manière mixte, à la fois en présentiel ou à distance. Plus de 40 représentants de la société civile africaine, des leaders d'opinion, des chercheurs, des universitaires et des éminents dirigeants de la presse panafricaine. Cette riche variété dans la qualité des participants sélectionnés avec l'appui des autorités togolaises et du comité scientifique du Congrès a permis de parvenir aux recommandations pertinentes que je viens de soumettre à l'appréciation du 9e Congrès. En débutant ma présentation, j'évoquais la vision commune des autorités togolaises et maliennes en ce qui concerne l'importance des valeurs panafricaines. Depuis Lomé, capitale du panafricanisme, de la paix, de la tolérance, du dialogue et de la médiation, à la faveur du présent congrès, je suis heureux de réitérer l'attachement, mieux, la détermination de la Confédération des États du Sahel qui réunit le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et je salue la présence dans cette salle de mes collègues ministres des Affaires étrangères de ces pays qui ont aussi participé à la rencontre de Bamako. Donc je voulais signaler l'engagement de la Confédération des États du Sahel à renforcer davantage l'idéal panafricain au cœur de la vision des pères fondateurs de l'indépendance de nos pays. Aujourd'hui, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, porte haut le flambeau du panafricanisme en faisant du combat de l'AES une réelle souveraineté et une indépendance véritable, mais aussi le combat de l'Afrique, le combat des Africains, le combat des diasporas, mais aussi le combat pour la dignité et l'indépendance de l'Afrique. La Confédération est soutenue en cela par une jeunesse décomplexée, mais à la fois engagée, consciente de son potentiel, mais aussi de ses responsabilités et de ses défis. L'AES est soutenue par nos diasporas, nous vous disons merci, parce que je sais que la diaspora joue un rôle extrêmement important un peu partout dans le monde, ces diasporas sont des véritables relais des idéaux et des principes du panafricanisme. Enfin, l'AES est également soutenue par nos frères et sœurs d'ascendance africaine installés partout dans le monde et qui revendiquent avec fierté leurs racines africaines en demeurant engagés auprès du continent africain qui est aussi leur continent. Sur ces mots de reconnaissance et d'engagement, j'ai l'honneur de verser officiellement au 9e Congrès panafricain les conclusions de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en renouvelant mes encouragements et mes admirations à la République togolaise et en adressant mes félicitations à l'équipe d'organisation du 9e Congrès panafricain qui fait déjà date et continuera certainement de marquer le processus d'évolution de l'Afrique. Merci. Francia Marquez, born December 1st, 1981, is a Colombian human rights and environmental activist, lawyer, and politician, who currently serves as the Vice President of Colombia since 2022.
She is the first Afro-Colombian and the second woman to hold the position. Marquez began her activism at age 13. She became a prominent local leader in the Cauca region. For her efforts, she was awarded the prestigious Goldman Environmental Prize in 2018. She was appointed as Colombia's first Minister of Equality and Equity, a position she held from 2023 until her resignation on February 27, 2025. She received the Columbia National Prize for Human Rights in 2015 and the W.E.B. Du Bois Medal from Harvard University in 2024. Marquez was born in the village of Yolombo, Suarez Municipality. She has worked as a housekeeper and is a single mother of 2 sons. She earned a law degree from the Universidad Santiago de Cali in 2020. She was in Lomé, Togo in December 2025 for the 9th Pan-African Congress. Greetings to all of you that are here representing of the African Union Commission, Mr. Ajo Idran. I also salute all the people here present, leaders of the Pan-African movement across the world. First of all, I wish to express our joy and satisfaction while we are here in the company of Africa and its diaspora on the occasion of this wonderful Congress. I want to thank Togo, who is welcoming us here on its land so that we together will embrace different topics that affect Africa and its diaspora. The government of Colombia, through our President Gustavo Petro, the first government, the first progressist government of the history of our country, is very honored to be here with you. Allow me to indicate that for about 4 years we have been working to reconnect our country with Africa and its diaspora. We were in South Africa, in Kenya, in Mozambique, in Nigeria, in Ghana, and today we're in Togo for this Congress, this Pan-African Congress. We will also go to, as part of this trip, we will go to Senegal and Ghana. Colombia is a country of beauty, and it is the third country, the country that hosts the third greatest community of Afro-descendants after the USA and Brazil. Our ancestors were pulled out of Africa, but today, thanks to Pan-African fight, I'm here back to Africa as the first woman Vice President of the Republic of Colombia. I'm coming back on this continent with the memory of my ancestors who are free today. Today, we have the political power in our hands in order to transform many years of injustice, of inequality, racial inequality, years of oppression and exclusion. We are going to work together during these years tirelessly to reconnect Colombia, Latin America, and the Caribbean with our mother continent, the land of my ancestors of Africa. We have challenges. They are world-level challenges, world crises that affect beyond proportion those who have been victims of colonialism, the slavery system, of racism,
systematic and structural racism, challenges in terms of eradication of poverty, of hunger, and historical injustices that continue to deprive us of our human condition, Africa and its descendants. We share challenges in terms of climate change that are rooted in colonialism, slavery, racism, and patriarchy that are the fundamental basis of a killer policy that endanger lives on earth, life that is being quenched here in our common house. These shared challenges of climate change is, however, felt by we that are suffering major losses, we Africans and people of African descent and people that are the indigenes of America. Besides, we share a great opportunity, a united Africa. Africa counts more than 50 countries, and Latin America has more than 33 countries. And we count for more than 2 billion people that have the same history. Here we are to join hands together to build a future for Pan-Africanism. And these involve the United Nations, and we represent within this institution 24% of the world population. Unfortunately, our leaders have not fully understood that South-South cooperation is a major hallmark on our way, and that needs to be reinforced. Coming from Colombia all the way to Togo, to go to any other African country from Colombia requires more than 50 hours of traveling. Meanwhile, colonialism can go through direct roads to concentrate wealth in their hands, but today I need more than 50 hours. I was able to come with a government flight, so with a direct flight, only 12 hours were necessary. So it is paramount that we connect our people and reduce distances that separate us. It is unbelievable that we will not have more direct combinations and links among our countries. I am here supported by a delegation of business owners who are women of African descent, and when we invited them to join our delegation to follow us here in Africa, they told me that after having received the call, they could not sleep anymore because they were so excited knowing that they can visit their motherland. I also felt that joy anytime that I step on the African soil. I feel honored. I feel that our families whose links were broken by colonialism and slavery, that is the major job of Pan-Africanism. Historical reparation has to go through the reconnection of families that have been torn apart, meaning that the African continent and the diaspora of African descent. And this reconnection goes through the understanding that between Latin America, Caribbean, and Africa, we are the keepers of the lungs that give life to the whole world, the Congo and the Amazonia.
It is therefore important to acknowledge that on our soils, we have the required tools to put an end to hunger that is claiming millions of lives of children and adults across the world. We have the richest and the more fertile lands across the world. It's a huge opportunity, and Pan-Africanism must get hold of that opportunity. Our speeches year after year are not enough anymore. Our youth are looking up to us to move from words to action, that we open widely the doors for exchanges between our universities, that knowledge will be made available to everyone in a shared manner, that we will continue building roads of dignity for our people. Reparation, the historical reparation, demand on us to continue working tirelessly to put an end to racism, which in the case of Colombia has made Afro-descendants to feel that they have no roots, they have no origin, that they should be afraid, they should be ashamed of their African heritage. But I can say today that I am a woman of African descent, and we're going to work together to restore our dignity. I can tell you, I can proudly tell you that the people will never give up. Thank you very much. The government of Colombia is committed to emancipate our people. The government of Colombia is committed to defend peace, social justice, and dignity of all people, and particularly the people of African descent. That's why we have supported within the United Nations a series of efforts so that the UN system would formally understand and know African descent as such. We're going to work together for the acknowledgement of women and young ladies of African descent in order to support life, but also to preserve our identity, our cultural identity. We will continue working so that Africa, Latin America, and the Caribbean will be united and speak with the same voice. And we are working to organize in March next year a forum, a high-level forum between Latin America, the Caribbean, and Africa. That job is led by Colombia as a country in chairing the community of Caribbean and Latin American countries, and we are going to put our efforts so that this major meeting of March next year will be a historical gathering. Thank you very much for welcoming us here. We will continue working until dignity become a reality for all. Thank you, Madam Marcia Elena. Thank you, Vice President.
Assalamu alaikum. Bonjour, je me présente, je suis monsieur Oudé Lucas Jeff, représentant de la jeunesse panafricaine et africaine. Monsieur le Président, Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués chefs d'État, honorables ministres, éminents délégués, chers frères et sœurs du continent et de la diaspora, je vous adresse mes salutations les plus respectueuses. C'est avec une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui, ici au Togo, terre de dialogue et de convergence panafricaine, à l'occasion du 9e Congrès panafricain. Je dois témoigner aujourd'hui pour toute une génération en m'adressant à la vôtre. Et en écrivant ces mots, une question s'est imposée à moi. Qu'est-ce qu'être un jeune Africain aujourd'hui? Qu'avons-nous, au fond de nous-mêmes, à raconter? Mais la vérité, c'est que cette jeunesse a déjà parlé. Et je dois vous dire que cette génération est obstinée. Obstinée à ne plus laisser un seul centimètre de sa liberté rétrécir. Je vous parle d'une aspiration violente à la vie. Je vous parle d'une rage qui assassine. Mais je dois vous dire aussi, le colonialisme est toujours là. Ces hommes de main ont changé de visage, mais nous connaissons la couleur de leur cœur. Nous connaissons leur langue de vipère. Nous savons le venin avec lequel ils empoisonnent. Car c'est dans leurs armes, au fond, que nous sommes nés. En vérité, donc, cette jeunesse que vous interrogez aujourd'hui a déjà répondu 1000 fois. Vous n'avez pas à écouter. Et pourtant, c'est avec le même désespoir que nos pères autrefois ont pris les armes, à Saint-Domingue pour la première fois. En vérité, du premier Africain déporté jusqu'à notre génération, il n'y a eu qu'une seule ligne, qu'un seul trait d'union, la libération. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les nations européennes avaient combattu le nazisme au nom de la liberté. La génération colonisée alors, cage dans laquelle nous avons vécu jusqu'à là, mes frères, dans laquelle des millions d'hommes et de femmes ont vécu, cette cage dans laquelle moi aussi je me trouve encore. Le colonialisme se trouve ici. Il a seulement changé de visage. Si l'Afrique rampe encore dans les sentiers de l'histoire, c'est parce qu'un ennemi tire profit de cette posture. Parce que cet ennemi a tout intérêt à maintenir des millions d'hommes et de femmes assis. Être jeune n'a jamais été une question d'âge, mais une question de courage. Et votre génération, elle, s'est rendue lâche. Trop lâche pour la lutte de la libération. Alors oui, il y a 1000 manières d'appartenir à son époque, de l'embrasser ou de la trahir. Mais dans la question de la libération, et François Fanon le rappelait, il n'existe que deux camps. Celui de la révolution contre celui de l'impérialisme. Maintenant, il faut choisir. J'adresserai donc une dernière parole à cette jeunesse que je sais angoissée. Alors oui, vous qui m'entendez sur le continent, toi qui m'écoutes au-delà des murs, enfant de la diaspora, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Ce choix, en vérité, c'est en vous-même que vous devrez le faire, dans vos cœurs. Quand ce choix sera posé, quand dans votre intimité vous aurez choisi la direction de votre vie, et par là même celle du continent, alors, et alors seulement, il nous faudra porter ensemble cette lourde tâche historique. Alors mes frères et sœurs, battez-vous, au nom des martyrs, battez-vous, au nom de nos ancêtres, battez-vous. Et n'oubliez jamais, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Monsieur le Président, Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués chefs d'État, honorables ministres, éminents délégués, chers frères et sœurs du continent et de la diaspora, je vous adresse mes salutations les plus respectueuses. C'est avec une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui, ici au Togo,
terre de dialogue et de convergence panafricaine, à l'occasion du 9e congrès panafricain. Je dois témoigner aujourd'hui pour toute une génération en m'adressant à la vôtre. Et en écrivant ces mots, une question s'est imposée à moi. Qu'est-ce qu'être un jeune Africain aujourd'hui? Qu'avons-nous, au fond de nous-mêmes, à raconter? Mais la vérité, c'est que cette jeunesse a déjà parlé. Et je dois vous dire que cette génération est obstinée. Obstinée à ne plus laisser un seul centimètre de sa liberté rétrécir. Je vous parle d'une aspiration violente à la vie. Je vous parle d'une rage qui assassine. Mais je dois vous dire aussi, le colonialisme est toujours là. Ces hommes de main ont changé de visage, mais nous connaissons la couleur de leur cœur. Nous connaissons leur langue de vipère. Nous savons le venin avec lequel ils empoisonnent, car c'est dans leurs armes, au fond, que nous sommes nés. En vérité, donc, cette jeunesse que vous interrogez aujourd'hui a déjà répondu 1000 fois. Vous n'avez pas à écouter. Et pourtant, c'est avec le même désespoir que nos pères autrefois ont pris les armes, à Saint-Domingue pour la première fois. En vérité, du premier Africain déporté jusqu'à notre génération, il n'y a eu qu'une seule ligne, qu'un seul trait d'union, la libération. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les nations européennes avaient combattu le nazisme au nom de la liberté. La génération colonisée alors, cage dans laquelle nous avons vécu jusqu'à là, mes frères, dans laquelle des millions d'hommes et de femmes ont vécu, cette cage dans laquelle moi aussi je me trouve encore. Le colonialisme se trouve ici. Il a seulement changé de visage. Si l'Afrique rampe encore dans les sentiers de l'histoire, c'est parce qu'un ennemi tire profit de cette posture. Parce que cet ennemi a tout intérêt à maintenir des millions d'hommes et de femmes assis. Être jeune n'a jamais été une question d'âge, mais une question de courage. Et votre génération, elle, s'est rendue lâche. Trop lâche pour la lutte de la libération. Alors oui, il y a 1000 manières d'appartenir à son époque, de l'embrasser ou de la trahir. Mais dans la question de la libération, et Frantz Fanon le rappelait, il n'existe que deux camps. Celui de la révolution contre celui de l'impérialisme. Maintenant, il faut choisir. J'adresserai donc une dernière parole à cette jeunesse que je sais angoissée. Alors oui, vous qui m'entendez sur le continent, toi qui m'écoutes au-delà des murs, enfant de la diaspora, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Ce choix, en vérité, c'est en vous-même que vous devrez le faire, dans vos cœurs. Quand ce choix sera posé, quand dans votre intimité vous aurez choisi la direction de votre vie, et par là même celle du continent, alors, et alors seulement, il nous faudra porter ensemble cette lourde tâche historique. Alors mes frères et sœurs, battez-vous! Au nom des martyrs, battez-vous! Au nom de nos ancêtres, battez-vous! Et n'oubliez jamais, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Merci.
Merci. Merci à vous tous. Madame Francia Elena Marquez Mina, vice-présidente de la République de Colombie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres des pays du continent et des Caraïbes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement togolais, Madame la Présidente du Parlement de la CEDEAO, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la gouverneure du district autonome du Grand Lomé, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales accréditées au Togo. Vénérés chefs traditionnels, gardiens des us et coutumes, Mesdames et Messieurs les représentants des diasporas africaines et les personnes d'ascendance africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile africaine et panafricaine, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux et acteurs du monde intellectuel, culturel et scientifique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des groupes cibles, Mesdames, Messieurs les représentants des médias nationaux et internationaux, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Pendant des siècles, nos peuples ont été dispersés, réduits au silence, orphelins de leur propre voix dans le concert des nations. Pourtant, nos peuples ont résisté. Ils ont créé, ils ont reconstruit le monde en portant l'Afrique dans leur mémoire, dans leur lutte, dans leurs arts. Près d'un siècle après le premier congrès panafricain, voici que l'Afrique et sa diaspora se retrouvent à nouveau, debout, réunis, conscientes de leur puissance et de leur unité. Ce 9e congrès arrive à un moment où l'Afrique n'est plus périphérique, elle n'est plus silencieuse, elle est jeune, elle est forte, elle est ouverte au monde et déterminée à ne plus être modelée par d'autres. Ce 9e congrès n'est donc pas une commémoration, c'est une réaffirmation, c'est une reconquête, c'est un tournant. Car jamais, jamais depuis les indépendances, notre destin collectif n'a été autant entre nos mains. Jamais notre voix n'a été autant attendue. Jamais nos choix n'ont eu autant de résonance dans le monde. Je vous souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue à Lomé, un lieu d'ancrage, de mémoire et de projection. Un lieu où l'Afrique parle pour elle-même et décide d'elle-même pleinement. Pour ouvrir ce rendez-vous avec nous-mêmes et avec notre avenir, je voudrais partager avec vous 5 observations. Ma première observation, c'est que le renouveau panafricain est une nécessité stratégique. Car le monde change, l'ordre international se recompose, de nouveaux pôles émergent. Dans ce moment de transformation, une réalité s'impose. Aucune nation africaine ne peut affronter seule l'ampleur des défis contemporains, ni l'injustice climatique, ni les crises sanitaires, ni les fractures technologiques,
ni la compétition économique mondiale. Le panafricanisme n'est donc plus seulement une idée, c'est un impératif, c'est une stratégie de souveraineté. Il s'agit de décider pour nous-mêmes, sur la base d'une vision collective, réaliste et ambitieuse. Le panafricanisme que nous appelons ici n'est pas celui des slogans. C'est un panafricanisme pragmatique et exigeant. Un panafricanisme qui unit nos peuples, nos cultures, nos marchés, nos savoirs. Un panafricanisme capable d'agir dans un monde qui, lui, ne nous attendra pas. Ce congrès doit réaffirmer une conviction simple. L'Afrique ne peut plus se contenter d'être spectatrice. Divisée, elle sera vulnérable. Unie, elle sera forte. Ma deuxième observation, c'est que la réforme du multilatéralisme est aujourd'hui une exigence. C'est l'autre évidence qui surgit de l'incertitude actuelle des équilibres géopolitiques. Le monde ne peut plus être gouverné sans l'Afrique. Aujourd'hui, le Sud global s'affirme et le système international qui a été conçu sans nous a été pensé dans un monde qui aujourd'hui n'existe plus. Nos nations étaient encore sous domination coloniale. Nos peuples n'avaient pas voix au chapitre. Et aujourd'hui, un continent de 1,4 milliard d'habitants, qui représente 28% des États membres de l'ONU, et bientôt le quart de l'humanité, n'a toujours pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Ce n'est pas une anomalie, c'est une aberration. Notre continent ne peut rester absent des lieux où se décide la paix, le commerce ou la finance mondiale. Depuis le consensus des Illuminés et la déclaration de Sirte, l'Afrique porte une position claire. Et le représentant de l'Union africaine l'a rappelé, 2 sièges permanents au Conseil de sécurité avec droit de veto. Cette position est juste, elle est légitime et il faut qu'elle soit entendue. Mais nous devons aller plus loin. Il faut réformer les institutions et réformer aussi dans les institutions. Les deux sont indispensables. Réformer les institutions, c'est corriger les déséquilibres de gouvernance. Réformer dans les institutions, c'est peser davantage au quotidien, dans les décisions, dans les normes, dans les financements. Ce congrès doit donc transformer nos principes en plan d'action africain crédible et unifié. Cette réforme du multilatéralisme n'est pas seulement une revendication africaine, c'est une condition de stabilité pour le monde entier. Ma troisième observation, c'est que notre principal levier d'action est la mobilisation de nos propres ressources africaines. Notre développement ne viendra pas de solutions venues d'ailleurs. Il viendra d'abord de nous-mêmes, de nos ressources naturelles, de nos jeunes talents, de nos entreprises, de nos diasporas, de nos savoirs, de nos cultures. C'est cela la souveraineté moderne. Financer nous-mêmes nos priorités, transformer nous-mêmes nos matières premières, moderniser nos systèmes alimentaires et sanitaires et surtout investir dans notre capital humain. Mobiliser notre capital humain, c'est aussi reconnaître la valeur de nos savoirs endogènes, nos langues, nos systèmes éducatifs.
nos connaissances médicinales, nos traditions intellectuelles. Une Afrique forte est une Afrique qui croit en ce qu'elle sait, en ce qu'elle peut et en ce qu'elle est. Nous avons la jeunesse la plus dynamique du monde. Nous avons des terres abondantes. Nous avons des diasporas puissantes. Nous avons la créativité, l'énergie, l'innovation. Mobiliser notre capital, c'est transformer enfin ce potentiel en puissance. Ma quatrième observation, c'est que l'Afrique est une et indivisible. Le panafricanisme est global. Il est dans notre continent. Il est dans la diaspora. Il est dans notre jeunesse. La diaspora, les afro-descendants et les jeunes sont les trois forces motrices du renouveau africain. Faire d'eux des acteurs centraux, c'est renforcer l'unité, la créativité et la puissance africaine. La diaspora et les afro-descendants sont une source immense de savoir, de créativité et surtout d'influence. Ils prolongent l'Afrique dans le monde. Ils élargissent notre horizon collectif. Notre jeunesse est notre plus grand atout stratégique. Elle porte l'innovation, le numérique, la culture, l'économie créative, les luttes sociales. Elle est prête si nous savons lui faire confiance. Ce congrès doit réaffirmer l'unité de cette grande famille africaine, une unité historique, une unité politique, une unité culturelle et enfin une unité de destin. Et ma cinquième observation, c'est que le fondement de notre souveraineté passe aussi par la reconquête de notre narratif et de notre identité. Mesdames et messieurs, aucune puissance ne s'est affirmée en laissant les autres raconter son histoire. Depuis des siècles, l'image de notre continent a été fabriquée hors d'Afrique. Elle a été déformée, stéréotypée, instrumentalisée. Nous ne pouvons plus accepter que nos réussites soient invisibles, que nos talents soient ignorés, que nos cultures soient réduites à des clichés. Reconquérir notre narratif, c'est rétablir la vérité de notre histoire, c'est valoriser nos victoires, c'est corriger les récits coloniaux, c'est faire de nos arts, de nos langues, de nos cultures les instruments d'influence. Reconquérir notre narratif, c'est aussi maîtriser les nouveaux espaces de communication numérique, médiatique et académique. Une Afrique qui maîtrise son récit, maîtrise son avenir. C'est une Afrique qui inspire, qui attire, qui investit et qui influence. Puisse Lomé devenir cette semaine le lieu où l'Afrique s'unit pour agir, le lieu où nos voix se rassemblent, où nos idées s'élèvent, où notre destin se clarifie. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés en tant qu'Africains. Nous avons besoin d'être écoutés et surtout, nous devons être unis. Parce que, unis, nous comptons. Une Afrique unie inspire. Une Afrique unie bâtit. Notre horizon commun est celui d'une Afrique connectée, inclusive et sûre d'elle. Nous pouvons écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire, une page de dignité, une page de souveraineté, une page de renaissance. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux du 9e Congrès panafricain de Lomé. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Madame la maîtresse de cérémonie,
Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République du Togo, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais avoir une mention spéciale pour nos frères et sœurs qui sont venus de la diaspora massivement pour cette édition cette 9e édition du Congrès panafricain. Mes premiers mots sont naturellement pour remercier les plus hautes autorités et la population du Togo pour l'accueil qui nous est réservé et l'hospitalité généreuse. L'organisation réussie de cette 9e session du Congrès panafricain illustre une nouvelle fois, si besoin en était, la vision panafricaniste de son Excellence Faure Essosimna Gnassingbé, président du Conseil, qui a traduit en actes concrets et en événements majeurs les vertus du panafricanisme, vertus prônées par ailleurs avec égale ferveur par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali et président de la Confédération des États du Sahel. Ces valeurs de solidarité, de fraternité et de respect mutuel ont été au cœur de la rencontre préparatoire au 9e Congrès panafricain que le Mali a eu le privilège d'abriter les 14 et 15 mars 2024 à Bamako. Je suis honoré de livrer aujourd'hui à Lomé les conclusions de la conférence régionale de la région Afrique de l'Ouest en prélude au 9e Congrès panafricain sous le thème « Diaspora, afrodescendants et développement ». Ce thème en soi est suffisamment révélateur de l'importance que nous accordons collectivement à nos diasporas à travers le monde et aux populations d'ascendance africaine où qu'elles se trouvent dans le monde. Sous cette thématique transversale, le pré-congrès de Bamako a conduit ses travaux en plénière, mais également en session thématique intitulée. Donc il y a eu 2 sessions majeures. La première session portait sur le thème Diaspora, afrodescendants et panafricanisme. Comment fédérer les stratégies pour relever le défi de la renaissance de l'Afrique. C'était le premier sous-thème. Le deuxième portait sur l'apport de la diaspora et des afrodescendants au développement du continent africain. Ce séquençage a permis de réaliser les objectifs assignés, à savoir sensibiliser la diaspora et les afrodescendants sur leur origine commune africaine et la nécessité d'aller vers la création d'une organisation fédérative de toutes les diasporas africaines. Ensuite, d'analyser les contraintes liées à l'investissement productif de la diaspora et des afrodescendants sur le continent. Et la troisième série de réflexions, c'était de réfléchir sur la création des conditions idoines pour la mobilisation des ressources multiformes de la diaspora, y compris les ressources humaines des afrodescendants, au profit du développement du continent. Au cours des différentes séquences, les participants ont mis en lumière l'apport indéniable de l'Afrique, des Africains, des diasporas et des afrodescendants au développement du monde entier. Ils ont examiné les dispositions à prendre et les initiatives à engager ou à renforcer en vue de faire désormais bénéficier l'Afrique des talents et compétences de ses fils et de ses filles. La question migratoire a également constitué un axe important de nos discussions, ainsi que la nécessité de renforcer la solidarité en Afrique, tout en valorisant davantage la culture, comme cela a été indiqué par la réunion de la Tanzanie, donc tout en valorisant davantage la culture et la civilisation africaine, ainsi que les valeurs traditionnelles et fondatrices de notre continent qui ont été rappelées ce matin. Au terme de riches et intenses échanges, la conférence sous-régionale Afrique de l'Ouest a adopté une déclaration contenant 24 recommandations sur lesquelles j'aimerais citer 10 recommandations. Je sais que le document complet de la déclaration sera mis à votre disposition. La première recommandation, c'est la création d'un cadre institutionnel africain pour la représentation des diasporas africaines et des afrodescendants. Ça, c'est une demande qui est attendue depuis longtemps
qu'il puisse y avoir ce cadre fédérateur qui va réunir toutes les diasporas africaines. Et je sais que nos amis de l'Union africaine qui sont ici pourront prendre bonne note de ça parce que c'est vraiment un vide qui existe. Et dans la reconnexion des diasporas avec le continent africain, ce cadre-là sera un outil extrêmement puissant, que ces contacts ne se fassent pas seulement de façon informelle, mais qu'il y ait un mécanisme fédérateur à cet égard. La deuxième recommandation, c'est la centralité de la question de la sécurité pour le continent africain, qui est une condition indispensable au développement des pays africains. Donc ça, c'est une question existentielle pour nous. La troisième recommandation, c'est le renforcement des garanties de confiance et de transparence, ainsi que les réformes qui sont nécessaires pour avoir une gouvernance vertueuse sur le continent africain. La quatrième recommandation, c'est la rationalisation des réglementations et des procédures commerciales vis-à-vis des entrepreneurs des diasporas africaines et des afro-descendants, parce que ça aussi, ça a été souligné comme un des obstacles majeurs, parce que les gens, comme on a indiqué aujourd'hui, la vice-présidente de la Colombie, il y a un enthousiasme certain de la diaspora pour pouvoir venir, mais il faut que cet enthousiasme soit accueilli avec des procédures, des mécanismes qui facilitent, qui simplifient l'implication des opérateurs économiques qui proviennent de la diaspora. La cinquième recommandation est la création de fonds ou de mécanismes financiers appropriés pour pouvoir également accompagner et soutenir ces différentes initiatives de la diaspora. La sixième recommandation, c'est de faire un plaidoyer et un dialogue politique en faveur des politiques soutenant l'engagement des diasporas africaines et des afro-descendants. Donc il y a un effort politique important à faire pour pouvoir davantage promouvoir l'engagement des diasporas. La septième aussi, qui est une recommandation très forte sur laquelle les délégations sont revenues, c'est la création d'une agence panafricaine de développement. Panafricaine en ce sens que ça doit intégrer non seulement ceux qui sont sur le continent, mais ceux qui sont aussi dans la diaspora, parce qu'il faut un outil financier pour pouvoir accompagner l'ensemble de ces initiatives dans le long terme. La huitième recommandation, c'est la valorisation d'une éducation décolonisée, décomplexée et enracinée dans les savoirs endogènes, ainsi que l'appropriation par les intellectuels africains de l'histoire de l'Afrique pour déconstruire les narratifs importés et non adaptés aux réalités africaines. Parce que ça, beaucoup sont revenus sur la nécessité vraiment pour nous d'assurer nous-mêmes le contrôle du mental de l'Africain, de ce que nous pensons. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde de guerre informationnelle, la manipulation, le contrôle des esprits devient un enjeu fondamental. Donc il était important de pouvoir prendre en charge cette nécessité nous-mêmes, de compter notre histoire nous-mêmes. La neuvième recommandation est d'exploiter l'art et la culture pour reconnecter les diasporas africaines et les afro-descendants. Ceci aussi est un véhicule extrêmement puissant. Nous l'avons vu aujourd'hui avec les animations musicales, artistiques qu'il y a eu ce matin. Nous n'avions pas besoin de traduction parce que nous connections. Parce que quand nous parlons de la culture, quand nous parlons de l'art, c'est comme quand nous disposons de téléphones portables, c'est-à-dire que ce sont nos cœurs qui se parlent. La connexion se fait de cœur à cœur. Et elle est beaucoup plus rapide que même les connexions téléphoniques. Donc il est important que nous puissions mettre la culture, les arts, nos patrimoines au cœur de ces échanges. Parce que c'est cette identité qui nous appartient et qui fait la différence entre nous et les autres. La dixième et dernière recommandation, c'est la valorisation des pratiques endogènes de l'Afrique, empreintes d'humanisme, à l'instar de la philosophie Ubuntu, que nous connaissons bien. Et dans notre espace, le Mandé, c'est qu'on appelle le Maya, qui veut aussi dire la même chose que Ubuntu. Donc il y a beaucoup d'autres référents culturels que nous pouvons exploiter. En plus des échanges, des partages d'expériences et des analyses, des engagements renouvelés et des recommandations, la pré-conférence de Bamako, ce sont aussi des chiffres révélateurs de l'engouement du panafricanisme. Durant 2 jours, ce sont 6 pays de l'Afrique de l'Ouest représentés à un haut niveau politique,
c'est plus d'une dizaine de pays des autres régions africaines, parce que ce n'était pas que l'Afrique de l'Ouest, représentée aussi à différents niveaux de responsabilité. C'était aussi les représentants des pays membres du Haut Comité en charge de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine. De nombreuses organisations internationales et des institutions et établissements financiers africains et internationaux ont pris part à la rencontre. Des dizaines d'afro-descendants qui ont participé tant en personne à Bamako qu'en ligne grâce à la visioconférence dans les Caraïbes, aux États-Unis, au Canada, en Asie, un peu partout. 15 représentants de la diaspora qui ont participé de manière mixte, à la fois en présentiel ou à distance. Plus de 40 représentants de la société civile africaine, des leaders d'opinion, des chercheurs, des universitaires et des éminents dirigeants de la presse panafricaine. Cette riche variété dans la qualité des participants sélectionnés avec l'appui des autorités togolaises et du comité scientifique du Congrès a permis de parvenir aux recommandations pertinentes que je viens de soumettre à l'appréciation du 9e Congrès. En débutant ma présentation, j'évoquais la vision commune des autorités togolaises et maliennes en ce qui concerne l'importance des valeurs panafricaines. Depuis Lomé, capitale du panafricanisme, de la paix, de la tolérance, du dialogue et de la médiation, à la faveur du présent congrès, je suis heureux de réitérer l'attachement, mieux, la détermination de la Confédération des États du Sahel qui réunit le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et je salue la présence dans cette salle de mes collègues ministres des Affaires étrangères de ces pays qui ont aussi participé à la rencontre de Bamako. Donc je voulais signaler l'engagement de la Confédération des États du Sahel à renforcer davantage l'idéal panafricain au cœur de la vision des pères fondateurs de l'indépendance de nos pays. Aujourd'hui, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, porte haut le flambeau du panafricanisme en faisant du combat de l'AES une réelle souveraineté et une indépendance véritable, mais aussi le combat de l'Afrique, le combat des Africains, le combat des diasporas, mais aussi le combat pour la dignité et l'indépendance de l'Afrique. La Confédération est soutenue en cela par une jeunesse décomplexée, mais à la fois engagée, consciente de son potentiel, mais aussi de ses responsabilités et de ses défis. L'AES est soutenue par nos diasporas, nous vous disons merci, parce que je sais que la diaspora joue un rôle extrêmement important un peu partout dans le monde, qui sont aussi, ces diasporas sont des véritables relais des idéaux et des principes du panafricanisme. Enfin, l'AES est également soutenue par nos frères et sœurs d'ascendance africaine installés partout dans le monde et qui revendiquent avec fierté leurs racines africaines en demeurant engagés auprès du continent africain qui est aussi leur continent. Sur ces mots de reconnaissance et d'engagement, j'ai l'honneur de verser officiellement au 9e Congrès panafricain les conclusions de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en renouvelant mes encouragements et mes admirations à la République togolaise et en adressant mes félicitations à l'équipe d'organisation du 9e Congrès panafricain qui fait déjà date et continuera certainement de marquer le processus d'évolution de l'Afrique. Merci.